Je suis en compagnie de Ghislaine Bourque, qui est une proche aidante, qui a accompagné sa mère pendant 7 ans. Sa mère qui était atteinte de la maladie Accord de Lewy, qui est une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer et au Parkinson. C'est bien ça, Mme Bourque? C'est bien ça, Samuel. Donc, vous, pendant 7 ans, on peut dire que vous avez acquis de l'expérience en tant que proche aidante. Vous avez acquis cette expérience-là dans tout votre parcours pendant ces 7 années-là. Et vous avez, de ce que je comprends, développé une certaine méthode. Quelle est cette méthode? Alors, j'ai commencé par lâcher le mental. J'ai ouvert tout grand mon cœur. Puis là, j'ai ressenti tout l'amour que j'avais pour cette femme. Puis après, j'ai laissé de la place à mon intuition aimante. Puis là, par la suite, je me suis construit une nouvelle vie avec ma nouvelle maman démunie. Cette nouvelle vie-là était centrée sur l'être au lieu d'être sur le faire ou sur le savoir. Finalement, là, j'ai emprunté la voie du cœur. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas tout perdu de ma mère. Oui, ma mère avait plus ses capacités intellectuelles, elle avait plus ses acquis, mais j'avais accès à son être. C'est comme au meilleur d'elle-même. Puis par le fait même, au meilleur de moi aussi. Parce que là, on était vraiment connectés de cœur à cœur toutes les deux. Même si pour elle, j'étais plus sa fille, l'amour passait entre les deux. Il y avait un lien encore qui était là. C'est ça, on était en lien, puis c'était ça l'important. Puis c'est ça, la clé, de ce que je comprends, c'est que c'est à travers le cœur, puis c'est cette ouverture du cœur-là qui vous a inspiré à développer une nouvelle méthode d'accompagner un être aimé. C'est ça votre inspiration? Ben, mon inspiration, ma première source d'inspiration, ça a été ma petite fille de 2 ans et demi. OK, elle a joué un grand rôle dans votre découverte de cette méthode-là? Tout à fait. Ça a été ma muse. Ça a été mon enseignante. Quand j'amenais cette petite fille-là voir son arrière-grand-mère, c'était 4 heures de route. Puis elle voulait souvent aller voir sa grand-maman Rosée, comme elle l'appelait. Puis quand ils étaient ensemble, ma mère et elle, là, ils étaient tellement belles à voir. Là. C'était comme s'ils rayonnaient tous les deux ensemble. Il y avait une connexion qui se faisait entre les deux. Ils devenaient vraiment 2 complices. Puis ma petite fille, là, elle était tellement proche de son arrière-grand-mère que le soir, quand sa maman la couchait, elle demandait à sa mère « Maman, dessine-moi grand-maman Rosée sur mon ventre. » Oh, wow! Elle était vraiment imprégnée du cœur de ma mère. Alors là, moi, je me suis dit, OK, si ma petite fille est aussi proche de ma mère, ben moi aussi, un jour, je vais être, cette connexion-là, je vais l'avoir avec ma mère. Parce que votre petite fille, dans le fond, elle a créé cette connexion-là avec votre mère seulement avec le cœur, ce lien affectif-là. Seulement parce qu'elle n'a pas connu ma mère quand elle n'avait pas la maladie. Alors, ma mère ne lui donnait rien de concret, de matériel. C'était vraiment juste la connexion du cœur qui se faisait. Il y a du beau dans cette histoire-là. Et vous avez écrit un livre sur cette méthode-là, éventuellement, dans un livre où vous énumérez 3 leçons, 3 grandes leçons. Je commencerai peut-être par vous demander, ces 3 leçons-là, est-ce que vous les avez appris vous-même? Quelles sont-elles, ces leçons-là? Bon, je te dirais que j'ai appris ça par mon intuition en premier. Puis il y a plus que 3 leçons, mais je peux t'en nommer 3. Ou les 3 générales. Alors, j'ai commencé par faire le deuil de mon ancienne maman, qui était pleine de ressources, qui était très vive. Cette maman-là ne reviendra plus jamais.
Alors, Est-ce que c'est difficile faire ce deuil-là? De se dire, mon être aimé est encore là, mais ce n'est plus la personne que je connaissais? non, ça n'a pas été si difficile que ça parce que je me suis tout de suite branchée sur ma nouvelle maman démunie. Puis là, j'ai vécu le moment présent avec elle. Fait que j'étais pas dans la peine du passé, ni anticiper le futur. J'étais vraiment... J'avais plus aucune attente envers elle. Alors, quand j'ai plus d'attente, je suis jamais déçu. Ça, c'est comme... Quand j'ai comme compris que c'était ça que j'avais à faire, que je l'ai fait, là, je suis basculé là, de la souffrance vers la sérénité. C'est là qu'a commencé mon bien-être à moi. Puis une autre leçon que j'ai appris, c'est plutôt que de la contredire, de la confronter, d'essayer de la ramener dans ma réalité, je suis entré avec elle dans son monde. Ça sert à rien. Pour elle, dans son monde, c'est vrai ce qu'elle vit. Alors, j'ai arrêté de lui faire entendre raison parce que c'était juste me débattre avec elle, puis c'est comme ça aurait risqué d'être un lien effrité entre nous deux. Un risque de la frustrer. Tout à fait. C'est plus facile, nous, en tant que proches aidants, de rentrer dans ce monde-là que plutôt de ramener quelqu'un. Puis c'est un combat perdu d'avance, essayer de ramener quelqu'un dans la réalité comme ça. Tout à fait, parce que elle, pour elle, c'est sa réalité, c'est son monde, c'est son univers. Puis, une autre leçon que j'ai appris, c'est, bon, ma mère avait des comportements déroutants, elle avait des phrases inappropriées. Alors là, moi, j'ai essayé de décoder l'émotion que ma mère véhiculait à travers tout ça. Comme par exemple, mettons, elle me parlait de son père, que là, elle avait hâte que son père arrive, et puis qu'elle allait partir avec lui. Alors là, moi, tu sais, son père, il était mort, ça faisait des années. Ça servait à rien de lui dire ça, parce que je l'aurais juste blessé puis insécurisé encore plus. Mais là, moi, je savais que son père, ça représentait la sécurité pour elle. Qui est un sentiment super important pour les gens qui sont dans cette situation-là. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ils ont toujours besoin. Et ils sont très insécures, puis notre mission, c'est de les sécuriser au quotidien. Alors, quand moi, elle parlait de son père, OK, je disais, c'est la sécurité, donc là, elle est insécure. Donc là, je m'approchais encore plus d'elle, je lui tenais la main, je restais plus longtemps à côté d'elle. C'était comme, je lui disais que je l'aimais. Puis, je la faisais parler de son père, de qu'est-ce qu'elle aimait de son père. Puis là, elle se calmait, puis elle arrêtait de parler de lui. Vous avez une approche très, très intéressante, Madame Bourque. On va prendre une pause, mais juste avant, je suis curieux parce que vous avez une chanson qui est particulièrement symbolique pour vous, qui est symbolique dans votre parcours de proche aidante. J'aimerais savoir c'est quoi cette chanson-là, puis pourquoi elle est tant symbolique pour vous? Alors, la chanson que j'ai choisie, ça s'appelle « Je te regarde vraiment » de Fleur-Lise Monastis. Cette chanson-là, à toutes les fois que je l'écoute, je deviens très, très ému parce que les paroles de la chanson décrivent exactement ce que j'ai vécu avec ma mère puis avec plusieurs autres personnes atteintes d'Alzheimer. C'est comme la chanson décrit une connexion d'être à être où on ressent la beauté intérieure de l'être. Ça, là, c'est la manne qu'on peut récolter en regardant l'autre avec le cœur. Sur ces belles paroles, Madame Ghislaine Bourque, on va aller écouter « Je te regarde vraiment » de Fleur-Lise Monastis. Et au retour, on va discuter un peu de votre cheminement qui vous a amené à développer, juste avant de développer cette méthode-là, on s'en va faire une petite pause musicale. Sans les mots, je prends le temps, vraiment disponible à ce moment, l'espace d'une rencontre tous les deux. Pour ce langage, le cœur dans les yeux,
profondément sans jugement, je te regarde vraiment. Au-delà des apparences, au-delà même des attirances, l'espace d'un possible si vibrant, pour ce langage un regard aimant. Quand je regarde la beauté en toi, la rencontre se fait de soi. Je veux garder le cœur ouvert pour voir ce qui n'est pas éphémère, me laisser toucher par la beauté intérieure qui émane du cœur. Et chaque fois que je regarde ainsi, le monde resplendit. Chaque fois que je regarde ainsi, je m'ouvre à la vie. Sans même connaître mon nom, par ce regard nous nous rencontrons dans tout ce qui est beau et bon, et nous vibrons en diapason, profondément sans jugement. Je te regarde vraiment. Cela me donne des ailes, se voir moins étrange et fraternel, s'aimer d'un regard échangé, savourer cette joie partagée. Quand je regarde la beauté en toi, la rencontre se fait de soi. Je veux garder le cœur ouvert pour voir ce qui n'est pas éphémère, me laisser toucher par la beauté intérieure qui émane du cœur. Chaque fois que je regarde ainsi, le monde resplendit. Chaque fois que je regarde ainsi, je m'ouvre à la vie. Et chaque fois que je regarde ainsi, le monde resplendit. Chaque fois que je regarde ainsi, je m'ouvre à la vie. Je te parle dans mon silence, je suis avec toute ma bienveillance, et nos cœurs entrent en résonance. Cela devient même une évidence. Quand je te regarde avec présence, je te regarde vraiment. Je te regarde vraiment. Je suis toujours en compagnie de notre héroïne de la semaine, Madame Ghislaine Bourque, qui est une proche aidante qui a développé sa propre méthode pour s'occuper de sa mère atteinte de la maladie à corps de Lewy. Et vous avez écrit un livre, Madame Bourque, un livre témoignage qui s'intitule « Et si perdre la tête rapprochait les cœurs ». Donc, vous avez écrit ce livre-là, mais vous êtes aussi très active en tant que porte-parole, un peu, si on peut dire. Vous allez prendre souvent la parole, faire des conférences, vous faites partie de reportages, vous faites des entrevues, vous donnez aussi des conférences à l'appui, pendant les midis tranches de vie à l'appui. Donc, pour vous, on le sent que c'est important de raconter votre histoire, de raconter votre expérience. Pourquoi c'est si important pour vous de partager cette expérience-là? Ben, moi, c'est parce que je veux redonner au suivant. Parce que je sais jusqu'à quel point, comme proche aidant, on peut se sentir impuissant, démuni, désemparé, triste, seul. Alors moi, je veux les aider puis les soutenir dans leur mission.
je veux leur donner de l'espoir puis de la lumière. Qu'est-ce que ça représente pour vous, aider, mais aussi soutenir les proches aidants? Parce que vous nous le dites, vous voulez donner au prochain. Qu'est-ce que ça représente, ça, donner au prochain? Ben, moi, ce que je veux, c'est leur offrir des outils pour communiquer avec ces êtres chers démunis, puis garder un lien adapté avec eux, pour que les deux, l'aider et l'aidant, soient bien ensemble, comme ma petite Lauriane l'était avec ma mère. Puis je veux aussi leur apporter la bonne nouvelle qu'il va toujours avoir un mode de communication qu'on peut avoir avec ces personnes. Il s'agit de s'adapter là où ils sont rendus. Des outils, c'est très important. Vous voulez transmettre ces outils-là. Vous, dans votre parcours, il y a eu un moment où vous ne les aviez pas. Ces outils-là, c'est un moment qui était peut-être plus difficile, où vous étiez plus vulnérable. Quelle est la première ressource vers laquelle vous vous êtes tourné quand vous vous êtes rendu compte « je peux plus faire ça toute seule ». Bon, j'ai cherché durant 4 ans. Puis finalement, j'ai rien trouvé. Puis là, j'étais à bout de ressources. Je me relevais d'une pneumonie puis du zona. Alors, je me suis résigné à aller à la Société Alzheimer. Puis là, la conseillère m'a donné des pistes. Comment faire avec ma mère dans ses comportements déroutants. Puis c'est à partir de là, je me suis plus jamais sentie seule parce que je savais que je pourrais toujours compter sur cette personne. Vous êtes résigné à aller voir la Société d'Alzheimer. Pourquoi ça a pris tout ce temps-là? Pourquoi on n'est pas allé la voir plus tôt? Ma mère ne souffrait pas de l'Alzheimer comme telle, mais de la démence à corps de Lewy. Mais je me suis bien rendu compte que la Société Alzheimer s'occupait de tous les types de troubles cognitifs, donc de toutes les maladies apparentées. Deuxièmement, c'est moi, je pensais même pas que j'étais une proche aidante, parce que je gardais pas ma mère à la maison. Dans ce cas-là, si c'est pas ça, être proche aidant, c'est quoi, être proche aidant? Ben là, j'ai bien vu que j'étais aussi une proche aidante, parce que pour moi, maintenant, une proche aidante, c'est une personne qui veille sur le bien-être physique, matériel puis affectif d'un être vulnérable. Alors, elle lui apporte des soins, des services, ou elle l'accompagne sans être payée. Est-ce qu'on a des exemples concrets de gestes que font les proches aidants? Oui. Mettons, une fille de l'Alberta qui téléphone à sa mère au Québec à tous les jours pour que sa mère se sente moins seule parce que sa mère, elle est proche aidante de son mari. Pour moi, c'est un exemple de proche aidante, même si elle est en Alberta. La dame qui va porter de la soupe à sa voisine à chaque jour puis qu'elle passe une coupe d'heure avec elle, c'est une proche aidante. Le jeune homme qui va faire l'épicerie pour son grand-père à chaque semaine, c'est aussi un proche aidant. Donc, proche aidant, c'est assez large. Là. Ça inclut pas juste les membres de la famille proche. Là. Ça peut être des gens de n'importe quels horizons. Des bénévoles, des voisins, tout à fait. On va terminer, Mme Bourque, avec un seul conseil que vous aimeriez donner aux gens qui nous écoutent, peut-être des proches aidants qui ont besoin de ce conseil-là. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là? Ne restez pas isolés. Allez chercher de l'aide avant de vous épuiser. Puis les formes d'aide, ça peut être la Société Alzheimer, ça peut être le Centre Montessori Alzheimer, qui offre des formations et du soutien. Ça peut être le CLSC, le Centre d'action bénévole. L'appui pour les proches aidants peut vous donner vraiment une liste de ressources. Madame Ghislaine Bourque, je vous remercie beaucoup d'être passée nous voir aujourd'hui. Vous avez un parcours de vie extraordinaire. On vous remercie beaucoup. Ça me fait réellement plaisir, Samuel. La